Pascal Boniface, auriez-vous l'extrême gentillesse de vous présenter, même si on vous connaît déjà beaucoup? Oui, alors je m'appelle Pascal Boniface, j'ai 62 ans, j'ai fait des études de droit. Ensuite, j'ai fait une thèse de droit international. J'avais fait entre-temps un 3e cycle de Sciences Po et je me suis spécialisé au début sur les questions de désarmement. J'ai fait une thèse sur le droit international du désarmement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux questions de défense, qui est un peu l'autre face, finalement, des questions de désarmement. Je travaillais sur le désarmement nucléaire, j'ai également travaillé sur la dissuasion. Donc, je suis devenu enseignant à l'université, celle qui m'avait accueilli comme étudiant, Paris 13, chercheur aussi au début au centre d'études sur le désarmement que Jean-Pierre Cotte avait créé. Et puis, à la fin des années 80, après quelques aventures, j'ai été assistant du groupe socialiste à l'Assemblée nationale entre 86 et 88. J'ai fait du cabinet ministériel avec Pierre Jox et Jean-Pierre Chevènement. Et en 90, j'ai créé l'IRIS pour une chose très simple. Je voulais faire un livre qui s'appelle L'année stratégique, qui avait été interrompu à l'époque par la Fondation pour l'étude de défense. Et je me suis dit, le moyen de créer ce livre, c'est de créer un centre qui puisse héberger sa création. Et donc j'ai créé l'IRIS avec une petite subvention à l'époque de 20 000 francs, ça représente 3 000 euros aujourd'hui, que m'avait donné le chef de cabinet de Jean-Pierre Chevènement. Et puis le hasard, mais aussi un peu la volonté, a fait que l'IRIS est devenu un centre relativement important, l'un des 3 ou 4 centres, ce qu'on appelle les think tanks français sur les questions stratégiques, existants et reconnus en France, reconnus également à l'international. Et donc je suis devenu, du spécialiste des questions nucléaires que j'étais, je suis devenu un peu un généraliste sur les questions internationales, sur la géopolitique. Et je peux dire que je publie alternativement maintenant depuis quelque temps soit des essais où je prends position sur tel ou tel événement, soit des livres pédagogiques dont j'ai aujourd'hui, c'est un peu le revers ou l'avers de la médaille, ils sont de nombreuses fois republiés, réactualisés constamment parce qu'ils rencontrent un certain succès auprès des étudiants. Ils sont également traduits à l'étranger, donc j'alterne un peu entre ces deux choses et je suis devenu un peu un généraliste qui a la soif de transmettre, la soif de faire comprendre, la soif d'expliquer ce que je fais par mes écrits, par mon blog, comme vous, Philippe, par également une chaîne YouTube et par de multiples conférences que j'organise moi-même à l'IRIS, parce que c'est ce confort-là, ou des sollicitations auxquelles je réponds pour aller participer à de multiples débats en France, mais également à l'étranger, puisque grosso modo, je suis une semaine par mois à l'étranger pour des conférences, des débats ou des colloques. Au fil du temps, n'avez-vous pas l'impression d'être de plus en plus perçu, plutôt que comme un chercheur, comme un homme très engagé? Non, je pense que j'étais peut-être plus engagé à mes débuts que maintenant, parce que je suis responsable d'une institution. Alors bien sûr, je prends position, je ne suis pas... si je pense quelque chose, je le dis. Et je ne calcule pas d'abord, est-ce que j'ai intérêt à dire cela? Est-ce que je ne vais pas prendre des risques en prenant une position trop tranchée? Est-ce que je ne vais pas m'attirer des inimitiés en disant telle ou telle chose? Donc je dis les choses aussi bien sur les gens que sur les choses telles que je le pense, et non pas telles qu'il serait utile que je le pense ou telles que les autres voudraient que je le pense. Alors cela peut peut-être me donner effectivement un profil engagé par rapport à certains collègues qui sont plus dans le consensus. Je ne porte pas de jugement sur cela. Il y a aussi les courtisans, ne le cachons pas. Ça existe dans tous les secteurs. Mais disons que je n'ai pas envie... le métier de chercheur, c'est un métier de liberté. C'est un métier où on n'a pas de hiérarchie normalement. Et je l'ai choisi pour cela, parce que j'ai toujours été attaché à ma liberté, mais j'étais bien plus militant dans mes jeunes années, dès le lycée d'ailleurs, que maintenant, mais je reste un homme libre, effectivement, qui n'a pas peur de prendre telle position, même si ça peut m'attirer quelques ennuis, ce qui fait aussi peut-être ma faiblesse, mais ma force, parce que les gens me reconnaissent cela. Donc effectivement, je pense qu'on choisit ce métier pour être libre, et quand je vois certains collègues qui ont peur de prendre position, je trouve qu'ils se sont trompés de vocation, ils n'ont pas la vraie vocation. Parce qu'en plus, qu'est-ce que l'on craint, très honnêtement? Quand on est en France, sous la Ve République, si on prend une position qui déplaît, on peut avoir un contrat qui tombe, on peut être
ne plus être invité dans telle ou telle rédaction, mais la belle affaire. Vous avez quand même les moyens de vous exprimer. Vous ne risquez pas d'entendre frapper à votre porte à 5 heures du matin pour être envoyé dans une expédition lointaine. Donc très honnêtement, je trouve que ce n'est pas très courageux d'être courageux, c'est très lâche de ne pas l'être aujourd'hui parce que les risques, la vraie question qu'on peut se poser, la vraie question que je me posais déjà quand j'étais adolescent, qu'aurais-je fait à l'époque de la résistance ? Est-ce que j'aurais eu le courage de prendre les armes et de risquer ma vie comme certaines personnes admirables l'ont fait ? Je réponds oui, mais c'est facile de répondre oui quand vous n'êtes pas réellement en face du danger. Et donc autant je pense que ceux qui ont pris les armes contre l'occupant allemand et nazi entre 40 et 45 étaient là, avaient vraiment un courage. Prendre une position qui déplaît au gouvernement français ou à un autre gouvernement aujourd'hui, c'est pas vraiment faire preuve de courage. Est-ce que vous verriez, et je pense que non, Pascal Boniface, une incompatibilité entre la sensibilité de gauche que je vous prête et la sérénité, l'objectivité que le chercheur doit avoir en lui ? Alors oui, je suis d'une sensibilité de gauche, vous avez parfaitement raison, je ne l'ai pas à cacher, c'est le sens de mon engagement depuis l'adolescence, même s'il a varié sur les formes qu'il peut prendre. Alors, sur la sérénité du chercheur, bon, je pense par ailleurs que sur les questions internationales, les clivages politiques que l'on connaît d'un point de vue interne ne sont pas tout à fait les mêmes. Disons que je serais peut-être plus sensible aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes que d'autres chercheurs, peut-être plus sensible effectivement aux libertés individuelles, d'où sensibilité de gauche, mais des humanistes de droite le sont également. Et puis, après, finalement, l'engagement, c'est aussi parler à livre ouvert, ne pas masquer ce que l'on est. Les gens savent quelle est ma trajectoire, quelles sont mes opinions, je ne les cache pas. Je ne prétends pas à l'objectivité, je prétends à l'intégrité et à la sincérité. L'objectivité, elle n'est pas forcément le second, on est tous la construction d'un parcours, d'un suivi, de rencontres qui nous ont façonnés au cours des âges. Et vous-même, Philippe Bilger, vous êtes un homme qui a la réputation d'être un homme convaincu, d'être un homme de conviction. Et pour autant, cela ne peut pas porter atteinte à l'intégrité du raisonnement. On peut être en désaccord avec vous, mais on ne peut pas dire que vous prenez tel ou tel raisonnement par malhonnêteté intellectuelle. Et je revendique cela. Je revendique l'honnêteté intellectuelle. Et je ne pense pas qu'on puisse me prendre en défaut sur cela. Alors après, j'ai mes partis pris, qui sont effectivement des partis pris divers. Je n'aurai pas la même opinion sur la guerre d'Irak, sur la guerre civile dans tel ou tel pays que d'autres. Mais là, une fois encore, je crois que la vraie aune, le vrai juge de paix, c'est l'intégrité. Et le plus d'intégrité possible tend à une relative objectivité. Dans le domaine de la recherche et à l'IRIS, quels sont les chemins nouveaux, originaux que vous avez ouverts ? Alors, l'IRIS, je laisse les gens s'exprimer, etc. Je pense que si j'avais défriché quelques pistes qui n'existaient pas, c'est dans les années 90 ce concept de prolifération étatique. On parlait beaucoup à l'époque, déjà on en parle toujours, de la prolifération nucléaire. Or, quand je regardais le nombre d'États qui avaient acquis l'arme nucléaire depuis 1945, le terme de prolifération ne me paraissait pas tout à fait adapté parce que la prolifération, c'est quelque chose qui est l'augmentation incontrôlée d'un nombre, d'un phénomène. Bon, on est passé, on avait 5, 6, 8 États nucléaires, ça ne me paraissait pas être... Par contre, je constatais qu'il y avait une prolifération du nombre d'États, et notamment avec l'implosion des empires soviétiques et yougoslaves. Et j'avais également remarqué que cette augmentation du nombre d'États n'était pas, comme dans les années 60-70, ou un peu plus tôt, l'effet de ce qu'on appelle la décolonisation. C'était la revendication des peuples d'être autonomes. Très souvent, derrière la revendication nationale, dans les années 90, il y avait une revendication d'un égoïsme économique. Pourquoi la Yougoslavie a éclaté ? Alors bien sûr, il y avait des problèmes entre les différentes fédérations, mais celle qui est la première partie, c'est la Slovénie, la république la plus riche de la Yougoslavie, et qui pensait que, débarrassée du fardeau serbe et croate, elle pourrait plus facilement être intégrée dans l'Union européenne, ce qui a été le cas. On a beaucoup parlé de l'implosion de l'Union soviétique. Carrère d'Ancos l'avait imaginé avant, mais elle voyait plutôt les républiques d'Asie centrale quitter la fédération. Or,
qui a fait exploser l'Union soviétique? Ce sont les républiques slaves, la Russie en tête, qui estimaient que, débarrassée du poids des républiques musulmanes d'Asie centrale, la Russie retrouverait une bonne santé économique, ce qui a été l'inverse. Mais en tous les cas, le choix était bien celui-là. Et quand vous regardez dans de nombreux pays du monde quelles sont les régions sécessionnistes, il y a bien sûr toujours une revendication nationale, mais celle-ci est stimulée par le fait que cette région est plus riche, plus prospère ou a une ressource particulière. La Catalogne est bien sûr différente culturellement du reste de l'Espagne, mais elle est aussi plus riche que le reste de l'Espagne. Et l'Andalousie a une revendication autonomiste nettement moins vibrionnaire que la Catalogne. On peut dire que la soif d'indépendance de l'Écosse est un peu aussi soumise au cours du pétrole. Enfin, une fois encore, je ne nie pas les différences nationales, mais je constatais à ce moment-là qu'elles étaient stimulées par la volonté de capter, de conserver pour soi ou de ne pas partager une richesse particulière. Et donc j'avais un peu développé cette théorie de la prolifération étatique en référence à la prolifération nucléaire qui était ma matière première, ma spécialisation première. Et puis, un peu plus tard, dans la fin des 90, je me suis mis à développer ce qui m'occupe toujours beaucoup aujourd'hui, le concept de géopolitique du sport. Parce que je suis un passionné de sport, mais je ne suis pas très doué, je n'ai pas de don au football à l'image de la passion que j'ai pour ce sport et que je crois vous partager. Et donc j'ai voulu, à l'aube de la Coupe du Monde en France, en 1998, écrire sur football et relations internationales. Et je suis à l'époque, c'était en 1997, allé voir 2 éditeurs qui m'ont rionné, qui m'ont carrément rionné, en disant qu'il n'y avait aucune corrélation entre le sport, le football et les relations internationales, et que si le football était ma passion, c'était mon droit, mais qu'il ne fallait pas faire semblant d'être sérieux là-dessus, et que je pouvais soit écrire un livre sur le football, mais donc sur les techniques, sur la biographie des joueurs ou sur l'histoire de la Coupe du Monde, soit un livre sur les relations internationales, mais qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux. Je me suis un petit peu acharné, et je suis assez heureux maintenant de constater que l'affaire est entendue. Et que de l'importance que Xi Jinping met sur le football de la Coupe du Monde qui a lieu en Russie, l'usage qu'en a fait Poutine. Regardez l'achat du Paris Saint-Germain par le Qatar. Le Qatar achète le Paris Saint-Germain. Avant l'achat du Paris Saint-Germain, personne ne connaissait le Qatar en France, sauf quelques spécialistes de l'énergie ou du Golfe. Là, aujourd'hui, le Qatar est connu par tout le monde. Ils achètent une vedette brésilienne pour conquérir les marchés asiatiques et ils prennent le Paris Saint-Germain parce qu'il y a le logo de la Tour Eiffel. Donc je pourrais multiplier les exemples et on va voir avec les Jeux Olympiques de 2024 que bon. Et donc on voit bien que le sport est devenu un objet de compétition géopolitique. Il l'était déjà, mais il n'est plus possible de le nier aujourd'hui. Et je veux dire que d'avoir développé ce concept et d'y travailler régulièrement, d'une part, m'a donné le bonheur et la chance de mieux connaître le milieu sportif, au moins français et quelque peu international, et de rencontrer des gens formidables que je n'aurais jamais rencontrés sinon, et finalement de développer pour mon plus grand plaisir et mon plus grand amusement cette discipline. Vous êtes un chercheur, bien sûr, un intellectuel très présent sur le plan médiatique, mais en même temps, il me semble que, contrairement à tant d'autres, vous n'intervenez pas à tout bout de champ sur n'importe quel sujet. C'est une volonté de votre part ? Oui, c'est une volonté. Alors, je dois dire que si je suis présent dans certains médias, je suis aussi boycotté par d'autres médias. J'ai table ouverte, c'est certain, et je suis relégué pour d'autres, interdit d'antenne. Bon, ça, c'est le fait de certaines positions que j'ai pu prendre. Non, je refuse, par exemple, s'il y a un attentat, je refuse systématiquement d'intervenir. Parce qu'on n'a aucun élément de savoir. Il y a des gens qui adorent se précipiter pour en parler, c'est leur droit, mais vous venez combler du vide, vous n'avez pas les éléments, et je crois par ailleurs qu'à trop en parler, on suscite de nouvelles vocations chez les terroristes et qu'on remplit un peu l'agenda des terroristes qui veut qu'on parle d'eux. Raymond Aron disait dès 1962 que l'impact du terrorisme est beaucoup plus fort médiatiquement que stratégiquement. Donc je ne refuse pas de parler de terrorisme, mais toujours à la suite d'un attentat. Et puis après, il y a des sujets, effectivement, que si je ne les maîtrise pas, je n'ai pas envie d'être mal à l'aise. Je n'ai pas envie de perdre une réputation qui a été patiemment, longuement et charmant acquise. Et donc, si je ne sens pas le sujet, je n'y vais pas. Et des fois, effectivement, il faut remplir. Les chaînes doivent toujours avoir quelqu'un, donc il m'arrive de refuser. Je peux m'exprimer sur beaucoup de sujets. Et puis, il y a des sujets que je refuse pour un débat intense d'1 heure et sur lequel je peux donner un petit commentaire d'enseignant de 2 minutes. C'est tout à fait différent. Mais en tous les cas, je ne veux pas être pris en délit
de fausseté ou en étant finalement quelque part illégitime à parler sur un sujet. Et sur un colloque, sur une conférence, etc., je fais toujours préciser le sujet pour être sûr que je sois à l'aise et que je ne sois pas pris au dépourvu sur quelque chose que je ne maîtrise pas suffisamment, parce que ce n'est pas agréable tout simplement. Par exemple, Pascal Boniface, je ne vous ai pas entendu sur les polémiques récentes, dérisoires ou importantes, concernant Yann Moix, Éric Zemmour, son livre, éventuellement au plus bas Charles Consigny. Ça ne vous tente pas de donner votre point de vue, par exemple, sur le nouveau livre d'Éric Zemmour ? Alors d'une part, je ne l'ai pas lu encore, donc je ne donnerai pas mon avis dessus, je le lirai certainement. Oui, il y a assez de débats sur Éric Zemmour, je ne refuserai pas d'en parler. Si on me demandait de venir faire un débat avec vous ou avec lui sur ce thème, je ne le refuserai pas. Mais on peut dire que la route est déjà occupée, et puis c'est pas tout à fait... C'est partiellement mon sujet. C'est partiellement mon sujet parce qu'il y a bien sûr des liens entre international et national. Mais je dirais que là, il y a suffisamment de gens qui sont sur ce sujet pour que je vienne me mêler aux différentes meutes qui sont dessus. Quelle est votre conception du débat intellectuel et médiatique? Parce que je vous connais, vous répondez aux attaques, vous avez un caractère à la fois courageux et je dirais même teigneux. Vous ne supportez pas les attaques dont vous êtes l'objet, vous ne considérez pas que c'est la rançon de votre liberté d'expression? Ah si, les attaques, je suis obligé de les supporter puisqu'elles viennent. Bon, alors, il y a plusieurs types d'attaques. Si c'est des attaques de gens que je ne connais pas et qui veulent se faire valoir en m'attaquant sur les réseaux sociaux, vous allez sur leur compte, ils ont 4 followers, je ne tombe pas dans ce piège, je ne réponds pas. Si c'est des gens que je connais et qui m'attaquent, je réponds parce que la lâcheté serait de ne pas répondre, ou ça serait accepter l'argument. Ce que je ne supporte pas, le débat intellectuel, c'est celle de la vie. Qu'on attaque mes positions, c'est tout à fait légitime. Ce que je ne supporte pas, c'est les manipulations de l'opinion. Il y a quelques officines comme ça qui m'ont fait dire ce que je ne disais pas de nombreuses reprises ou qui m'ont mis dans des positions que je n'ai jamais tenues. Ça, là, on n'est plus dans le débat intellectuel. On est dans le travail d'officine, de succursales, de boîtes bizarres, et c'est au contraire la plaie du débat intellectuel. Mais ensuite, j'ai toujours accepté le débat contradictoire, je m'en nourris, je trouve ça très intéressant et je trouve un peu affligeant de ne réunir que des gens qui sont du même avis pour évoquer un sujet. Donc je dirais que le débat intellectuel vif, si c'est sur mes positions, et sur mes positions, les gens ont le droit d'être en désaccord, à condition qu'ils parlent de mes positions et qu'ils ne m'inventent pas des positions que je n'ai jamais prises pour mieux attaquer le personnage que je suis. Vous avez un certain nombre d'adversaires qui sont toujours les mêmes. Et au fond, quels sont profondément les motifs de dissension que vous avez, par exemple avec une Caroline Fourest, dont je ne suis pas non plus très entiché? Caroline Fourest m'a interdit de la suivre sur Twitter et sur Facebook, donc elle refuse le débat avec moi. Elle parle de moi sans que je puisse avoir accès à cela. Je pense que Caroline Fourest a beaucoup bâti sa réputation en prenant des causes qui sont tout à fait défendables, le droit des femmes, etc., mais qu'elle a perverti les argumentaires de ses opposants en leur prêtant des opinions qui ne sont pas les leurs et en leur faisant dire ce qu'ils n'ont pas dit. Donc ça ne me paraît pas être le bon sens du débat intellectuel, et le nombre de gens qui se sont plaints des procédés de Caroline Fourest à leur égard est relativement important. Si vous voulez défendre, par exemple, le droit des musulmans à exister en tant que tel, elle va dire que vous êtes islamiste, que vous êtes pro-islamiste. Ce qui est tout à fait différent que de respecter les libertés individuelles et collectives. Donc le reproche que je fais à Caroline Fourest, c'est qu'elle déforme les positions des uns et des autres pour les attaquer. Et qu'ensuite elle refuse le débat contradictoire, elle n'est dans le débat qu'avec des gens qui la célèbrent. Alors c'est une égérie pour beaucoup de monde, elle sert beaucoup d'intérêt effectivement, elle est très en cours, mais c'est plutôt donc ses méthodes que je condamne parce qu'elle m'a, moi-même ou à d'autres, à de nombreuses reprises, prêté des propos, des pensées qui ne sont pas les miennes. Donc, si elle veut un jour débattre sur mes propos, je suis prêt, mais apparemment, elle n'y est pas, puisqu'elle m'a, une fois encore, bloqué sur les réseaux sociaux pour que je ne puisse pas répondre à ses attaques. On vous a parfois fait le reproche de vous victimiser trop volontiers. Est-ce que ce reproche vous apparaît injuste ? C'est un peu comme si vous violentez quelqu'un et vous lui reprochez de se plaindre et d'aller déposer plainte chez l'avocat ou au commissariat.
Je ne me victimise pas, je suis victime. Ça n'a rien à voir. J'aurais aimé éviter tous les désagréments, y compris parfois ont atteint ma propre famille, que j'ai dû subir. Donc, victimiser, ça voudrait dire qu'on se plaint de quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'on vient un peu se plaindre d'avoir subi un préjudice qui n'est pas tout à fait réel. Je peux, en long, en large, expliquer tous les préjudices réels que j'ai subis et dire qui me les a fait subir, pour quelles raisons, de quelle manière. Donc je dirais que le fait de dire que je me victimise est tout à fait inapproprié. Je suis victime du comportement de certains, je suis victime de procès, de méthodes, de manipulations qui ont lieu à mon encontre, je les constate. Et donc, constater que quelqu'un a été molesté intellectuellement ou physiquement n'est pas dire qu'il se victimise. Il fait le constat qu'il l'a été. On ne peut pas aller jusqu'à dire que la contradiction qui vous est apportée vous constitue naturellement comme victime. Ah non, la contradiction, au contraire. Je l'accepte, j'ai toujours accepté, notamment sur un sujet chaud, le conflit israélo-palestinien, j'ai toujours accepté les débats avec des gens qui n'ont pas mes positions. J'ai fait un livre avec Elisabeth Chemla, on est aux antipodes là-dessus. J'ai fait un livre avec Gilles-William Goldnadel, on n'est pas du tout d'accord, et au contraire, c'était très intéressant de le faire une fois encore, et je l'ai fait dans de nombreuses occasions, etc. Donc la contradiction, je veux dire, on est en démocratie pour vivre la contradiction. On est un intellectuel pour vivre la contradiction. Je n'aurais pas choisi le métier de chercheur intellectuel si je n'aimais pas la contradiction. Parce que c'est quoi l'inverse de la contradiction? C'est le monolithisme. C'est l'ennui le plus total d'un point de vue intellectuel. Et très souvent, je veux dire, le fait d'avoir un adversaire de qualité vous permet de progresser intellectuellement et peut-être de reconnaître que sur certains points vous avez tort. Et de nombreuses fois, il m'est arrivé effectivement de changer d'avis et d'opinion ou de la faire évoluer si je trouvais qu'un argument avait du sens en face. Donc non, accepter la contradiction, c'est une chose, c'est pas du tout se victimiser. C'est au contraire être dans le débat. Et par contre, l'accusation qui m'est parfois portée que je me victimise, le sont souvent par qui en fait? Le sont souvent par les mêmes qui me font un procès en sorcellerie, et c'est un peu comme si vous allez à quelques-uns casser la figure à quelqu'un, et après vous dites, et en plus il se plaint. Donc c'est un peu limite comme procédé. On vous reproche beaucoup de choses, Pascal Boniface, mais autour peut-être de deux thèmes capitaux. Est-ce que vous n'êtes pas profondément anti-occidental? Et si vous l'êtes, pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Alors je ne suis pas anti-occidental. Je pense que le monde occidental, c'est d'ailleurs un concept que l'on doit peut-être revisiter maintenant que la guerre froide est terminée et que le monde devient plus global. Et je pense d'ailleurs faire un écrit là-dessus prochainement. Mais disons que je suis contre les incohérences du monde occidental, pas contre le monde occidental. Le monde occidental qui promeut la liberté et le droit de l'homme, très bien. Le monde occidental qui couvre l'arrivée de Pinochet au pouvoir, qui soutient Mobutu pendant des années, qui ne dit rien ou voire qui supporte l'apartheid en Afrique du Sud, ou qui fomente un coup d'État en Indonésie qui fait 500 000 morts, ça ne me paraît pas être le bon monde occidental. On dit souvent, et donc je suis plutôt contre les incohérences du monde occidental que contre le monde occidental. En fait, les occidentalistes, ceux qui pensent que le monde occidental est supérieur aux autres, ce que je ne crois pas personnellement. Disons que je ne suis pas un suprématiste occidental, et je ne suis pas non plus un anti-occidental. Et donc les suprématistes occidentaux qui pensent que le monde occidental a des valeurs supérieures et qu'il doit, de ce fait, éventuellement les imposer ailleurs, en fait, dit toujours que les autres nous reprochent nos valeurs, etc. Mais les autres ne nous reprochent pas nos valeurs, ils reprochent nos incohérences sur nos valeurs. Ils reprochent de dire droit de l'homme, liberté et de faire Guantanamo, de dire démocratie et de faire Abu Ghraib. C'est ça, ce sont nos failles, ce sont ces failles-là du monde occidental, de faire l'inverse de ce qui est promu, qui nous crée des adversaires, qui nourrit le discours anti-occidental. Mais moi je dirais que je suis ni anti-occidental, parce que je suis occidental, ni suprématiste occidental. Et je dirais qu'au niveau des relations internationales, je me situe dans cette ligne gaulo-mitterrandiste, qui, pour reprendre la formule qui a été développée par Hubert Védrine, qui est par rapport aux États-Unis allié mais pas aligné, allié mais non aligné. Et donc ça veut dire que oui, j'appartiens à ce monde occidental, mais je ne me résume pas à ce monde occidental. Je suis blanc de 60 ans, donc j'appartiens visiblement au monde occidental. Mais je ne résume pas ma conception de la vie, du monde, de mes pensées au monde occidental. Je le trouve plus large que cela, et je pense d'ailleurs
que la politique étrangère française ne réussit d'autant mieux que lorsqu'elle ne se résume pas, lorsqu'elle ne se limite pas, lorsqu'elle ne s'enferme pas dans un seul bloc occidental. Les incohérences que vous dénoncez ne viennent-elles pas du fait qu'une politique internationale ne peut pas être pure idéaliste, qu'elle est condamnée à être pragmatique? Alors, je suis, moi, un réel politicien. Et donc, je suis tout à fait opposé dans les débats à ceux qui disent « il n'y a qu'un faucon » ou qui, bon, c'est la justice de Kant, elle a les mains blanches, mais elle n'a pas de mains. Donc, effectivement, moi, j'appartiens à la réelle politique. Je n'ai pas peur de ce terme-là. Et je trouve que très souvent, ceux qui, dans des envolées chevaleresques, promettent la liberté ou veulent que la France intervienne immédiatement pour mettre fin à tel ou tel conflit, se trompent par rapport au réalisme des situations. Donc, je suis le premier à reconnaître que tout n'est pas possible. Mais, Philippe Bilger, quand on fait un coup d'État au Chili pour renverser un président élu démocratiquement et légitime, et qu'il y a des milliers de morts, des tortures, des viols, etc., ce n'est pas quelque chose qui est un incident de parcours, qui est un fait obligé. Ça a bien été conçu, pensé, volontairement, quel que soit le coût. Donc c'est une chose que de dire qu'on ne peut pas imposer la liberté partout, il ne vaut mieux pas l'imposer parce que quand on a voulu l'imposer, ça a plutôt été une catastrophe. C'est une chose que de reconnaître les limites et le réalisme du monde que de faire volontairement des actions dont on sait qu'elles auront un coût politique, humain important. Quelle place peut avoir la morale dans votre vision internationale, en tout cas dans celle que vous souhaitez? Alors, je dirais que je ne suis pas un moraliste des relations internationales, je suis plutôt un réel politicien. Pour moi, la réelle politique, c'est partir des réalités pour les améliorer. C'est pas céder et dire le monde est tel qu'il est et il faut s'en accommoder. Il faut essayer de l'améliorer, qu'il y ait plus de liberté, moins de peuples opprimés, que la richesse soit mieux répartie, qu'il n'y ait plus, etc., etc. Et donc c'est un but moral, mais ceux qui partent de la morale sans voir les réalités échouent ou le font uniquement pour plastronner, pour se faire à peu de frais une bonne image, en sachant que de toute façon, les choses n'iront pas dans la réalité. Donc je pense que la morale ou le bien commun, ou l'intérêt général, peut-être, puisque le terme de morale est peut-être trop galvaudé, mais que l'intérêt général prévaut et que je dirais qu'il est quelque part réaliste d'être moral. C'est que lorsqu'il y a trop d'injustice, la réalité se venge et ça crée effectivement des retours de bâton et que si l'on veut vivre le plus paisiblement possible sur une terre de plus en plus occupée, on a intérêt à faire attention à ce que chacun puisse avoir la capacité de s'exprimer et de faire valoir ses revendications à condition qu'il ne le fasse pas prévaloir sur les autres. J'ai évoqué tout à l'heure deux thèmes fondamentaux qui servent de terreau aux attaques qu'on a contre vous. J'ai évoqué évidemment le premier. Maintenant, je voudrais évoquer le second. On vous reproche, quelques-uns, Pascal Boniface, d'être pro-palestinien, anti-israélien et parfois proche de l'antisémitisme. C'est un sujet dont je sais qu'il vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, j'ai même publié l'an dernier un livre sur ce sujet, antisémite, cette année, en fait, en début d'année, antisémite, pour reprendre à la fois l'historique du procès qui m'est fait, du faux procès qui m'est fait, et les raisons de cela. Pro-palestinien, non, moi je refuse d'ailleurs ce critère pro-palestinien, pro-israélien. Je suis pro-droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et pro-droit international. Manifestement, les Palestiniens n'ont pas la capacité à s'exprimer en tant que peuple et à disposer d'un État. Je trouve ça non seulement regrettable sur le plan des principes, mais dangereux sur le plan stratégique, puisque ça vient alimenter le discours anti-occidental, justement. Et en partie, les violences, le terrorisme, ça nourrit un peu le discours les plus extrêmes de certains. Donc, pro-palestinien, je suis une fois encore pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et je constate que les Palestiniens, dont personne ne nie qu'ils aient droit à cet État sur le plan des principes, sur le plan du droit, s'accommodent, que cela n'existe pas en principe. Anti-israélien, je connais beaucoup d'Israéliens qui sont bien plus sévères que moi à l'égard de Netanyahou. Je suis effectivement contre le gouvernement de Netanyahou, je ne suis pas anti-israélien. Et même si je reconnais la réalité, c'est que Netanyahou bénéficie dans son pays d'un soutien populaire assez large, et de plus en plus large d'ailleurs, et qu'il y a un glissement à droite de Israël, il y a quand même de nombreux Israéliens qui ne se reconnaissent pas. Donc je suis anti cet actuel gouvernement israélien, je ne suis pas anti-israélien. Et quant au procès d'antisémitisme, que quiconque me fasse ce procès me cite une seule phrase.
une seule phrase dans mes multiples écrits, conférences, propos. Et Philippe Bilger, vous savez bien qu'en plus, à l'heure des réseaux sociaux, où rien ne se cache, si j'avais eu la moindre phrase antisémite dans une conversation entre 3 amis un jour après un soir de fête et de longues beuveries, ils auraient été immédiatement mis sur la place publique. Donc voilà, c'est un procès en sorcellerie qui m'est fait par des gens qui veulent exonérer l'actuel gouvernement israélien ou ses prédécesseurs de toute critique en traitant immédiatement d'antisémite ceux qui critiquent un gouvernement d'un État. Est-ce que vous pourriez accepter chez certains que la dénonciation du sionisme, c'est un petit peu le masque de l'antisémitisme? Pour certains, oui. Pour certains, il est certain qu'il peut y avoir des gens antisionistes et antisémites. Mais il y a beaucoup de juifs qui sont antisionistes historiquement. D'ailleurs, les ultra-religieux ou la gauche, le Bund, étaient antisionistes. Dominique Vidal, d'ailleurs, a fait un très bon petit livre sur ce sujet. Mais on voit bien là que s'il peut y avoir des connexions entre certains antisémites qui sont antisionistes, on voit aussi que finalement le gouvernement Netanyahou s'entend très bien avec des véritables antisémites, comme Orban ou comme les 2 pasteurs américains qui ont eu des propos antisémites et qui sont venus célébrer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et donc il y a aussi des antisémites qui sont sionistes parce qu'ils pensent qu'il faut que que les Hébreux possèdent les terres que Dieu leur a données pour que le Messie revienne. Donc il faut un peu inverser. Mais on voit bien que ce reproche antisémitisme égale antisionisme a été monté par les ultra-partisans d'Israël pour délégitimer la critique politique d'un gouvernement. Une fois encore, il peut y avoir des gens qui sont les deux en même temps, mais la plupart des gens que je connaisse ne sont ni l'un ni l'autre. Je suis d'ailleurs moi-même pas antisioniste, et certaines organisations juives anti-sionistes m'en ont fait le reproche, parce que je reconnais le droit d'Israël exister dans des frontières surreconnues. Mais je suis un sioniste de 67, dans les frontières de 67. Pas dans des frontières non définies qui changent, qui grignotent du territoire palestinien tous les jours. Vous devez faire partie, Pascal Boniface, de ceux qui n'aiment pas les populismes. Est-ce qu'au fond, le populisme, ça n'est pas l'appel au secours de peuples qu'on a oubliés? Moi, j'aime pas le terme populiste, en fait, parce qu'il couvre des réalités très différentes et que c'est un peu une façon commode de diaboliser des gens. Alors, je combattrais politiquement l'extrême droite, mais en même temps, il y a un principe de réalité, il faut s'interroger sur les raisons. Et pour, justement, un peu pousser plus loin ce que vous dites, je vois dans la dénonciation de certains du populisme un élitisme total et un mépris du peuple. Et je trouve d'ailleurs assez curieux, enfin plutôt assez frappant ou tout à fait contre-indiqué que les mêmes qui dénoncent le populisme l'ont souvent nourri par leur comportement méprisant à l'égard des classes populaires, et ces gens qui se disent de gauche sans jamais poser la question sociale. C'est-à-dire que des gens qui se disent de gauche, mais qui parlent toujours de la morale, que vous écrivez tout à l'heure, mais qui ne s'interrogent jamais sur comment fait une mère de famille responsable d'une cellule familiale monoparentale et qui doit enchaîner les heures de ménage pour faire nourrir ses enfants. Ce sont ces gens-là qui nourrissent le populisme. Ce sont ces élites débranchées de la question sociale qui nourrissent le populisme. Alors après, une fois que celui-ci... C'est un peu la façon aussi que les gens qui veulent interdire Marine Le Pen d'expression, bien, la renforcent quelque part. Et les journalistes qui, pendant très longtemps, l'ont méprisée en la recevant, la renforcent quelque part, parce que les gens se disent « mais ils me méprisent ». En fait, ces gens-là la méprisent elle comme ils méprisent moi. Et donc, il y a un entre-soi des élites qui nourrit le populisme. Et donc, il ne faut pas condamner le populisme, il faut le combattre. Mais pour le combattre, il faut prendre des arguments politiques et des mesures. Mais le condamner d'un point de vue moral, tout en restant au chaud chez soi et sans mettre les mains dans le cambouis, eh bien, vous donne le beau rôle, vous permet, une fois encore, de plastronner dans les médias, mais ne change en rien la réalité, voire vient plutôt les aggraver. Je voudrais là faire appel à la science du chercheur. Depuis les débuts de la Ve République, est-ce que vous verriez un fil directeur inaltérable, intangible, dans la politique internationale menée par la France? Alors, inaltérable et intangible, non parce qu'il a été altéré et qu'il est tangent. C'est-à-dire que la force de la politique gaulo-mitterrandiste, et De Gaulle et Mitterrand a beaucoup critiqué De Gaulle, mais une fois arrivé au pouvoir, il a maintenu, développé et conceptualisé tout cela. Alors certains disent que ça n'existait que pendant la guerre froide, après c'est terminé. Non, quand Chirac combat la guerre d'Irak en 2003,
il se met dans cette ligne gaulo-mitterrandiste qui est l'indépendance de la France crée des coalitions plus larges qu'elle-même, elle est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et elle n'est d'autant plus forte que lorsqu'elle parle au nom de tous les autres et non pas au nom de sa propre communauté ou de ses propres intérêts. Et donc il y a plusieurs dossiers dans lesquels il a fait. Mais donc Chirac, en s'opposant à la guerre d'Irak de façon spectaculaire en 2003, s'est inscrit dans cette ligne bien après la fin de la guerre froide. Et je peux vous dire qu'à cette époque, partout quand je partais à l'étranger, j'étais accueilli chaleureusement en bénéficiant de mon statut de Français parce que la France avait dit le droit, avait eu le courage de s'opposer à l'hyperpuissance américaine. Et ça lui a donné une popularité très très forte. Mais il est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, cette image-là était un peu moins forte. Et d'ailleurs, la rupture n'est pas avec Nicolas Sarkozy, comme beaucoup le pensent ou le disent. La rupture vient de Chirac lui-même, qui prend peur de sa propre audace en 2004-2005 et qui, alors qu'il s'est opposé avec brio, Dominique de Villepin également, aux États-Unis, a peur du French bashing aux États-Unis, des campagnes sur l'antisémitisme en France, et finalement a pour priorité de se réconcilier avec les Américains au-delà de toute chose. Donc, je ne dirais pas que la France est complètement rentrée dans le rang, mais elle est moins active. On a réintégré l'OTAN. François Hollande, quand même, a préféré interdire le survol de l'avion d'Evo Morales au-dessus de la France, le président bolivien, de peur que l'opposant, de peur qu'on y ait dans son avion, non pas Julien Assange, mais celui qui avait dévoilé Wikileaks, etc. Donc c'est vraiment là un peu quelque chose qui n'était pas à la hauteur des enjeux. Il faut de temps en temps savoir s'opposer. Lorsqu'on a appris que les États-Unis, que la NSA écoutait tous les dirigeants français, on s'est contenté des excuses d'Obama. Je ne pense pas que De Gaulle ou Mitterrand se soient contentés d'excuses d'Obama. Sur la Syrie, Pascal Boniface, y a-t-il pas eu des péripéties très contradictoires depuis des années ou sinon, quelle est profondément la conception qu'a la France de cette région-là? Alors, il faut voir la région, il faut voir la Syrie. Sur la Syrie, les dirigeants français ont cru, et j'avoue que j'y ai cru moi-même, que Assad serait rapidement renversé. Ce n'a pas été le cas, et Assad a gagné son pari de militariser et d'internationaliser. Enfin, non, il l'a militarisé, et ensuite les opposants l'ont voulu l'internationaliser en demandant le soutien de la Turquie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et Assad en a fait de même en ayant le soutien de l'Iran et de la Russie. Assad a gagné la guerre. C'est une réalité que je trouve triste parce qu'il l'a gagnée sur fond de répression massive. Et dans certains milieux, il y a le fait de présenter Assad comme le résistant au monde occidental, ce qu'il n'est en rien, ou le résistant à l'ordre impérial américain, ce qu'il n'est en rien non plus. Mais en tous les cas, à force de violence et de répression, il a gagné la guerre, mais en même temps, la Russie est maintenant comptable de ce qui se passe en Syrie. C'est le principe you break it, you own it, pour lequel Colin Powell avait refusé de s'engager jusqu'à Bagdad en 1991. Et là, les Russes disent « aidez-nous à reconstruire la Syrie, comme ça les réfugiés qui sont chez vous reviendront chez eux », mais on n'a pas reconstruit la Syrie tant que Bachar est au pouvoir. Et donc, s'il y a eu un optimisme excessif en pensant que Bachar serait renversé, ensuite, et peut-être qu'il aurait néanmoins peut-être fallu conserver l'ambassade parce qu'on doit parler avec ceux avec qui on n'est pas tout à fait d'accord, garder des canaux, mais en tous les cas, dire qu'il n'y aura pas de paix en Syrie tant que Bachar est au pouvoir me paraît réel parce que la haine qu'il a distillée chez ses opposants est telle que quelqu'un qui a vu ses enfants torturés, sa femme violée, ne va pas se réconcilier avec Bachar el-Assad. Est-ce qu'on pourrait dire, et je force le trait bien sûr, que dans le domaine international, Poutine est un cynique qui domine? Oui, alors il ne domine pas tout à fait parce qu'il n'est pas à la tête d'une superpuissance, mais on peut dire qu'il est parfaitement cynique, qu'il est parfaitement clairvoyant, intelligent, qu'il y a beaucoup de Poutine bashing dans le monde occidental, mais parce qu'il s'oppose au monde occidental et qu'on répète un peu, certains collègues répètent un peu en boucle. Je me rappelle le débat où quelqu'un vient dire la communauté internationale a sanctionné la Russie. Non, la communauté occidentale, elle n'est pas le tout. Et donc, moi je trouve que Poutine, déjà, il a une vision à long terme de son pays. Il a une vision long terme de son intérêt national, il est cynique parfaitement, et avec des atouts plutôt faibles, parce que la Russie n'est pas un pays si puissant qu'on le dit,
il arrive à bien sortir son épingle du jeu parce qu'il a cette vision à long terme. On lui reproche de vouloir reconstituer l'Union soviétique. Non. Poutine a dit bien sûr que la plus grave catastrophe géopolitique du XXe siècle était l'implosion de l'Union soviétique, mais il a dit parce qu'auparavant il y a un équilibre des forces. Mais il a une seconde phrase qu'il faut avoir en tête. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de tête, celui qui veut la reconstruire n'a pas de cœur. Or, je ne sais pas si Poutine a un cœur, il doit certainement en avoir un, mais en tous les cas, il a une tête, et on peut dire qu'il est suffisamment lucide et clairvoyant pour savoir qu'il n'est pas possible de recréer l'Union soviétique. Je ne sais pas, je me trompe si j'ai cité la vraie citation, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Trump, par ailleurs, n'est-il pas le premier président qui fait de l'imprévisibilité le fond même de sa politique ? Est-ce qu'il est aussi imprévisible que cela, finalement ? Pas vraiment. Pas vraiment. Il est, d'un certain côté, prévisible. Alors, on ne sait pas à quel moment il va éructer, etc. Mais toute sa politique, moi, je trouve sa politique assez cohérente de son point de vue. Pourquoi ? Parce que Trump a, au-delà du caractère excessif du personnage, il s'est construit un personnage, il a deux cohérences. La première, c'est qu'il ne parle pas au monde, il parle, qu'il soit à la tribune de l'ONU, ou dans un congrès, dans une réunion politique, il parle à ses électeurs. Tout ce qu'il a fait au niveau international, c'est pour ses électeurs. Transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem s'appelait aux chrétiens fondamentalistes, évangélistes qui le soutiennent. Arrêter l'UNESCO, ceux qui ont voté pour lui pensent que c'est un truc inutile qui coûte des milliards pour nourrir l'anti-américanisme. Le climat, tous pensent que c'est un complot chinois pour briser l'économie américaine. Donc ce qu'il fait, et dénoncer l'accord nucléaire iranien, ses électeurs, pas les Américains, ses électeurs détestent l'Iran pour des raisons historiques depuis 1979. Donc chaque fois qu'il prend quelque chose d'une décision en politique étrangère, il nourrit la confiance de ses électeurs. Et puis l'autre cohérence, c'est de développer au maximum le complexe militaro-industriel. Vous vous rappelez des propos de Dwight Eisenhower dans son dernier discours sur l'état de l'Union en janvier 1961, qui dénonçait l'importance du complexe militaro-industriel aux États-Unis. Il est plus fort que jamais. Et faire monter la tension entre l'Iran et l'Arabie saoudite se traduit par des ventes d'armes massives en Arabie saoudite. Avec la Chine, Taïwan en achète, le Japon, etc. Et donc, là, effectivement, parce que l'industrie militaire, le complexe militaire-industriel américain est très puissant et puis il est localisé un peu partout aux États-Unis, c'est des jobs américains. Et donc, c'est là où je vois les deux cohérences de Trump, au-delà du personnage fantasque, à la fois réel et construit qu'il est. Comment voyez-vous la politique de notre président sur le plan international ? Est-ce qu'il y a remis de l'autorité, de l'allure, peut-être pas de résultat pour l'instant, ou est-ce que vous la jugez finalement assez conformiste ? Non conformiste, Macron, au cours de la campagne électorale, s'est référé à 3 reprises aux gaulo-mitterrandistes, ce qui a beaucoup agacé les atlantistes, voire quelques néoconservateurs qui avaient essayé subrepticement de se glisser dans ces bagages de campagne électorale. Et encore récemment, le discours qu'il a fait devant les ambassadeurs en août 2018 me paraît de bonne facture, incarner une vraie vision de la France. Mais là, il est au pied du gué, c'est-à-dire que Trump nous met au défi, pas tellement parce qu'il brise l'accord nucléaire iranien, parce qu'il veut sanctionner les entreprises françaises qui continueraient de commercer avec l'Iran. Et donc là, il me paraît difficile de continuer à avoir à la fois des relations cordiales avec Trump et de s'opposer avec lui sur le fond. Il faudra peut-être choisir et être plus tranchant. Et donc là, cette année qui vient me paraît essentielle parce que soit l'Europe accepte le diktat de Trump et quelque part on renonce à notre souveraineté, si on accepte ce diktat. Soit on fait en sorte que ce diktat soit pas possible ou le mettre en échec. Et puis, là aussi où j'ai un reproche à faire au président, c'est qu'il fait un très beau discours le lundi devant les ambassadeurs, et le lendemain, le Premier ministre vient et il annonce une baisse de 10% des moyens de l'action extérieure d'ici 2022. De Gaulle n'a jamais dit « l'intendance suivra », et l'intendance ne suit pas, elle précède très souvent, et donc il me paraît contradictoire de vouloir une France flamboyante sur le niveau international et de réduire des budgets du Quai d'Orsay qui sont déjà à l'os. Je ferai une référence, on a parlé de sport tout à l'heure. Aussi, c'est bien de se réjouir de la victoire dans la Coupe du Monde et d'accueillir les JO en 2024, mais réduire, comme on le réduit, le budget du sport, le budget culturel, on n'y touche jamais. Il est sanctuarisé. Le sport, le Quai d'Orsay, il n'y a pas de groupe de pression qui le défendent et donc ceux-ci sont rognés régulièrement. Si le gaulo-mitterrandisme, c'est la
passion de l'indépendance française, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il imprègne toutes nos présidences? Oui, mais il les incarne de façon différente et avec aussi des notions différentes. Si je prends les deux derniers présidents, Sarkozy, lui, revendiquait d'être occidentaliste, l'appartenance à la France au monde occidental. Et donc, bien sûr, il le faisait. Je n'y dirai jamais que le président Sarkozy a voulu intenter la souveraineté de la France. Mais sa conception qu'il en avait n'était pas tout à fait gaulo-mitterrandiste, puisque, une fois encore, le gaulo-mitterrandiste, ce n'est pas résumer la France à son appartenance au monde occidental. Même si, en de nombreuses reprises, Sarkozy s'est opposé sur certains dossiers aux États-Unis. Mais bon, et puis, François Hollande, lui, était un pragmatique qui ne voulait pas trop théoriser et qui pensait toujours que un mauvais arrangement vaut mieux, et donc qui très souvent, par pragmatisme et par sens de la synthèse dont il avait de nombreuses années fait montre comme premier secrétaire du PS, voulait toujours un consensus avec les autres, alors que parfois il a été préférable qu'il soit plus tranchant. Pour l'homme de gauche que vous êtes et dont vous avez admis que vous l'étiez, quelle est votre plus grande déception politique, Pascal Boniface? Je dirais, elles sont nombreuses, mais dans la période récente, c'est François Hollande qui fait une campagne à gauche et qui fait une politique tout à fait différente, d'où la crise et la destruction du PS qui s'en est survenue. Le PS avait tout, il n'a plus rien. Et donc, alors peut-être que la politique que Hollande a menée était justifiée, mais il ne fallait pas faire une campagne entre ce qu'il a fait et le discours du Bourget. Il y a vraiment un fossé total. Et je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est ça aussi qui crée la dérive d'extrême droite quand on fait des discours électoraux et qu'on ne les respecte pas par la suite. Mais sinon, sur le reste, vous me prenez un peu au dépourvu. Effectivement, j'avais vécu comme un drame, pas comme une déception, comme un drame, le coup d'État au Chili en 1973. J'étais adolescent à l'époque et ça me paraissait être la fin de certains espoirs, etc. Quand on est de gauche, il y a de nombreuses occasions d'être déçu, effectivement, mais peut-être que je dirais aussi le fait que, par exemple, que les différents gouvernements n'aient pas résolu la question des sans-abri aujourd'hui me choque profondément. Qu'il y ait des gens qui soient à la rue aujourd'hui, et là je dirais gouvernement de gauche et de droite réunis. Alors bien sûr, ce n'est pas des gens qui votent, ce n'est pas des gens qui pèsent, donc on ne s'en occupe pas vraiment. Mais ça ne me paraît pas digne du 6e PIB mondial qu'il y ait autant de gens qui dorment dans les rues aujourd'hui. Pour en venir à l'amoureux du football, est-ce que vous comprenez le fait que je préfère 1000 fois l'équipe de France qui vient de gagner la Coupe du Monde à celle de 98? Ah, je ne savais pas, mais vous avez tout fait le droit de le faire, parce que c'est une équipe qui est fraîche, etc., avec des gens sympathiques. Les champions du monde 98 étaient plus conscients politiquement. Ils avaient une conscience citoyenne plus développée que l'actuelle, qui est plus dans le fun et aussi dans la générosité. Mais pour quelle raison vous préférez cette génération-là? Je préfère l'identité française, la patrie, au black, blanc, bleu. Mais c'est la même chose, Philippe Bilger. C'est la même chose, c'est une façon différente de le faire, mais quand vous voyez la composition, le discours des uns et des autres, c'est exactement la même chose. Ils viennent à peu près des mêmes endroits, des mêmes quartiers, ils ont les mêmes conceptions. Disons que le terme de black, blanc, bleu ayant été diabolisé, on ne va pas le ressortir. Et puis, chaque génération veut sa propre identité. Il y avait la génération 90, il y a la génération 2018, et évidemment, cette génération-là ne pouvait pas se réclamer black blamber. Le concept était, d'une part, un petit peu critiqué de façon excessive, mais surtout déjà pris par d'autres. Et donc, ils voulaient être eux-mêmes, mais je peux vous dire, pour les connaître, parce que ceux-là, je les connais personnellement, que la génération 88 est fortement patriote. Trouvez-vous pourtant qu'ils ont eu le même comportement à l'égard du drapeau de la Marseillaise de la France? 98 ? 98. Oui, bien sûr, sauf qu'on a fait tellement de buzz sur le fait qu'ils ne chantaient pas la Marseillaise, qu'ils font attention à le faire pour répondre, et que Deschamps a fait passer des consignes. Mais vous savez, Platini n'a jamais chanté la Marseillaise quand il était joueur. Est-ce qu'on peut dire que Platini n'aime pas la France? Vous êtes passionné par la politique, vous l'analysez remarquablement, qu'on soit d'accord ou non avec vous. Vous aimez le débat, vous savez répondre aux polémiques. Vous êtes blessé, je pense, par certaines attaques. Vous n'avez pas envie, Pascal Boniface, de mettre votre pugnacité, votre intelligence au service très directement d'une politique partisane. Je ne parle même pas d'un poste ministériel, mais quelque chose qui vous insérerait dans la politique active. Je vais vous faire une confidence, Philippe Bilger. J'ai été tenté par cela.
J'ai été tenté, quand je travaillais au groupe socialiste comme assistant entre 1987 et 1988, j'ai été contacté, on a dit est-ce que tu veux pas effectivement faire autre chose, t'inscrire dans un parcours électoral. Et puis j'y ai renoncé parce que j'ai vu simplement ce que faisaient les députés que je côtoyais, ils travaillaient beaucoup trop pour moi. Ils travaillaient beaucoup trop pour moi, ils n'avaient vraiment une vie familiale très perturbée par le travail, c'est beaucoup d'obligations. On aime bien cracher sur les élus, il faut voir quand même, alors tous ne sont pas de qualité égale, et certains sont admirables, d'autres le sont nettement moins ou pas du tout, mais quand même, c'est des gens qui travaillent beaucoup, et donc moi j'ai préféré ma liberté, à la fois ma liberté de ton, parce que quand on est élu, on s'inscrit dans une discipline de groupe, ce qui est normal, et ma liberté d'agenda qui comptait beaucoup. Pas de regret, donc. Non, aucun. Et en plus, quand on est en politique, il y a quelque chose que j'ai constaté, il y a une grande part d'injustice, c'est que vous êtes dans la vague. Alors, soit porteuse, soit descendante. Mais très souvent, vous n'êtes pas jugé sur votre propre compétence ou le propre travail que vous avez fait. Mais s'il y a une vague en la faveur de votre famille, ben vous êtes élu. Et s'il y a une vague qui vient en défaveur de votre famille, même si vous avez fait un travail remarquable, que vous êtes mis, et j'ai beaucoup d'exemples, dans les deux cas d'ailleurs, de droite et de gauche, des gens qui ont fait un travail formidable et qui ont été balayés. Votre futur va-t-il ressembler à votre présent, Pascal Boniface, ou bien avez-vous déjà dans la tête, au-delà des livres bien sûr, quelque chose qui pourrait bouleverser votre vie intellectuelle ? Écoutez, je ne le crois pas, je suis très heureux de la situation, j'ai une bonne équipe à l'IRIS, j'ai une liberté d'agenda, je peux faire des choses qui m'intéressent, je peux aussi déléguer beaucoup de... Il est plus facile de gérer l'IRIS avec 30 salariés qu'avec 4 ou 5, parce que je peux plus déléguer et j'ai plus de satisfaction à voir les jeunes chercheurs monter effectivement. Donc bon, j'ai un futur, mais j'ai plus de passé que de futur, il faut être objectif et réaliste, et en tous les cas, si je peux continuer comme cela, à alterner livres pédagogiques et essais, à me balader dans le monde pour rencontrer des gens intéressants et débattre avec eux de sujets qui me passionnent et pouvoir suivre de façon assez libre les affaires sportives, ceci me va. Et puis, bon, j'en ne parle jamais en public, mais ce qui est le plus important pour moi, et c'est pour ça que je n'ai pas fait de politique, mon équilibre familial, eh bien, je n'en parle jamais en public, mais c'est vraiment la racine même de ma vie et de mon équilibre, j'en suis très heureux. Je voulais terminer là-dessus, vous m'avez devancé et je vous remercie infiniment, Pascal Boniface, pour la vigueur et la liberté de vos réponses. Merci de votre invitation, Philippe Bilger.